regardez autour de vous. Traversez n'importe quelle grande métropole mondiale, de New York à Dubaï, de Londres à Séoul, et observez le désastre. Nous vivons l'ère de la capitulation esthétique. Partout, une même silhouette informe s'est imposée comme le nouvel uniforme de l'humanité, le streetwear, industriel, le loungewear, dépressif, et cette monstruosité absolue que l'on nomme l'athléisure. Des êtres humains, dotés de raison et de miroir, choisissent délibérément de sortir dans la rue vêtus comme s'ils s'apprêtaient à faire une séance de yoga ou à nettoyer leur garage. Le legging en lycra brillant, le sweatshirt à capuche informe barré d'un logo vulgaire, les baskets compensées qui ressemblent à des orthèses médicales. C'est une insulte à la géométrie humaine. C'est le triomphe du confort mou sur la dignité du paraître. C'est la mort de l'élégance, sacrifiée sur l'autel de la commodité immédiate. Mais alors, il y a la France. Il y a Paris. Imaginez un touriste américain, fraîchement débarqué à l'aéroport Charles de Gaulle. Il porte son uniforme habituel, un pantalon de survêtement en coton gris, une paire de claquettes chaussettes, et un t-shirt souvenir trop large. Il se sent bien, il se sent relax. Il pense que le monde lui appartient parce qu'il a payé son billet d'avion. Et soudain, le choc. À la douane, il tombe nez à nez avec une agente de la police aux frontières. Elle ne porte pas de bijoux clinquants, elle ne porte pas de maquillage outrancier. Elle porte simplement son uniforme, mais avec une telle rectitude, un foulard noué avec une précision chirurgicale et un trench coat dont la coupe semble avoir été dessinée par les dieux de la couture. En un regard, l'Américain comprend. Il n'est plus dans un centre commercial géant. Il est sur le territoire de la civilisation. Il baisse les yeux sur ses claquettes et, pour la première fois de sa vie, il ressent une brûlure qu'il ne connaissait pas, la honte esthétique. Bienvenue dans l'épicentre du massacre visuel. Bienvenue dans un monde où une simple promenade pour acheter le journal devient une leçon de haute voltige stylistique qui réduit le reste de la planète à l'état de manant. Pourquoi le reste du monde est-il devenu si laid? La réponse tient en deux mots, la mode rapide. Cette machine infernale qui recrache des millions de tonnes de tissus synthétiques, de couleurs criardes et de coupes mal finies. Le monde entier s'est laissé séduire par le clinquant, par le logo qui hurle le prix de l'article, par l'accumulation névrotique de tendances éphémères qui seront périmées avant même d'avoir été lavées. Pour l'étranger moyen, la mode est une armure de marque. Il pense que plus le logo est gros, plus il est élégant. Il pense que le luxe est une question de brillance, de paillettes, de « m'as-tu vu ». Le français, lui, cultive une forme de mépris souverain pour cette vulgarité. En France, le logo est le signe distinctif de celui qui n'a pas de goût. Afficher une marque en gros caractères sur sa poitrine est perçu comme un aveu de faiblesse, une preuve que l'on a besoin de la validation d'une multinationale pour exister. La véritable élégance française ne crie jamais, elle chuchote. Elle réside dans la matité d'un beau drap de laine, dans la discrétion d'un bouton en nacre, dans la subtilité d'un bleu marine si sombre qu'il flirte avec le noir. Le français sait que le luxe ne s'achète pas, il s'incarne. Analysons ce mystère que les étrangers appellent avec une jalousie mal dissimulée le « je ne sais quoi ». Qu'est-ce que c'est? C'est l'art suprême de la désinvolture calculée. Prenez une Parisienne dans le Marais, un mardi matin à 10 h. Elle semble être sortie de son lit 5 minutes auparavant. Ses cheveux ne sont pas bruchés, ils sont décoiffés, avec une intention artistique. Sa chemise blanche d'homme est froissée juste ce qu'il faut, déboutonnée d'un bouton de trop, mais maintenue par une posture qui impose le respect. Elle porte un jean vieux de 10 ans qui épouse ses formes sans les emprisonner, et une paire de mocassins usés. Elle n'a fait aucun effort, en apparence. Pourtant, cette femme vient de détruire psychologiquement toutes les touristes aux alentours qui ont passé 2 heures à se pomponner, à lisser leurs cheveux et à assortir leurs accessoires de luxe. C'est là que réside la cruauté du génie français, l'effortless chic. C'est le mensonge le plus sophistiqué de l'histoire de la mode. Faire croire que la perfection est naturelle, que la grâce est innée, que l'élégance ne demande aucun travail. Pour l'étranger, c'est une torture. Il essaie de copier, il achète les mêmes vêtements,
mais il échoue lamentablement parce qu'il lui manque la philosophie qui va avec, ce mélange d'arrogance intellectuelle et de respect pour la forme. L'étranger qui déambule dans Paris ne marche pas, il erre dans une galerie d'art vivante où il se sent comme une tache de gras sur une toile de maître. Regardez-le dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Il essaie de se fondre dans la masse, mais son sac à dos technique, sa casquette de sport et ses lunettes de soleil futuristes le trahissent à chaque pas. Il se sent invisible, ou pire, il se sent toléré. Il voit des hommes de 60 ans, des grands-pères français, porter un pull en cachemire sur les épaules et un pantalon en velours côtelé avec une telle superbe qu'ils éclipsent n'importe quel influenceur de 20 ans d'Instagram. C'est une humiliation de chaque instant. L'étranger réalise que toute sa garde-robe, accumulée à grand renfort de cartes de crédit et de recherche sur Internet, ne vaut rien face à la simplicité d'un foulard bien noué. Car le foulard français, parlons-en. Ce n'est pas un simple morceau de soie ou de coton. C'est un instrument de pouvoir. Il existe 1000 manières de le nouer, mais le français choisit toujours celle qui semble avoir été faite par accident, tout en créant un volume parfait autour du cou, cette zone stratégique de la silhouette. L'étranger, lui, finit toujours par ressembler à un scout en sortie scolaire ou à une victime d'un accident de la route portant une Minerve de luxe. Il n'a pas la main. Il n'a pas l'instinct. Cette détresse esthétique mène inévitablement à une crise existentielle. À la terrasse d'un café, l'étranger observe. Il voit cette jeunesse française qui refuse de porter des vêtements de sport en dehors des terrains de sport. Il voit cette résistance acharnée contre la dégradation du goût mondial. Et il comprend que pour être à Paris, il doit mourir à lui-même. Il doit abandonner ses couleurs criardes, ces matières synthétiques qui font transpirer l'âme, et sa quête désespérée de confort. Il se rend compte que le vêtement en France n'est pas un outil de protection thermique, c'est une déclaration de guerre contre la médiocrité. S'habiller correctement le matin, même pour aller acheter une baguette, est un acte de politesse envers la société. C'est une reconnaissance du fait que nous vivons ensemble et que nous nous devons mutuellement le spectacle du beau. L'étranger, habitué à la culture du « venez comme vous êtes », se sent soudainement impoli, grossier, presque barbare. Il se sent comme un invité qui se serait présenté à un mariage en pyjama. La panique s'installe. C'est le moment où le touriste s'engouffre dans une boutique de la rue de Rivoli ou du boulevard Haussmann avec une lueur de désespoir dans les yeux. Il veut acheter de la France. Il veut ce trench coat, il veut ce marinière, il veut ce béret, bien que le béret soit souvent le piège ultime qui le fera ressembler à un personnage de dessin animé. Il cherche frénétiquement à effacer son identité visuelle précédente. Il veut que le miroir lui renvoie l'image de quelqu'un qui a du goût, quelqu'un qui comprend les nuances, quelqu'un qui appartient à cette aristocratie de l'apparence. Mais il ne sait pas encore que le vêtement n'est que la moitié du chemin. La véritable élégance française est un état d'esprit, une manière de porter sa propre solitude avec panache. L'étranger peut bien porter le costume le plus cher du monde, s'il continue à marcher avec la tête baissée et les épaules voûtées par le poids de sa propre insécurité, il restera un étranger. Il lui manque ce que nous avons dans le sang, la conviction profonde que la beauté est un droit inaliénable et que la négligence est un péché mortel. C'est la chute de la médiocrité. C'est le moment où le monde entier baisse les armes devant la garde-robe française. Nous n'avons pas besoin de fabriquer des fusées ou de dominer les marchés financiers pour gouverner les esprits, il nous suffit de sortir de chez nous bien habillés. Cette supériorité esthétique est le plus puissant des « soft powers ». Elle crée un désir insatiable, une frustration permanente chez ceux qui ne sont pas nés du bon côté de la frontière stylistique. Pourtant, ce n'est que le début du processus. Car une fois que l'étranger a subi ce traumatisme, une graine est plantée. Il ne pourra plus jamais retourner dans son pays et regarder son placard de la même manière. Il a vu la lumière. Il a compris que la mode n'est pas un jeu futile, mais la mesure de notre respect pour nous-mêmes. La transformation qui l'attend est radicale. Elle va changer sa démarche, son regard, et peut-être même sa manière de penser. Il s'apprête à entrer dans la phase de la contagion. La France ne l'a pas seulement humilié, elle l'a infecté par le virus de la distinction. Préparez-vous. Car après la gifle vient l'éveil. L'étranger est sur le point de découvrir que la TAN LCH,
Tanel CH, n'est pas une destination, mais un voyage sans retour. Et ce voyage, il va le payer de sa tranquillité d'esprit pour le restant de ses jours. Une fois que vous avez porté du lin français ou du cachemire italien coupé par un tailleur parisien, vous êtes condamné à la perfection. La prison de l'élégance ferme ses portes sur vous, et croyez-moi, c'est la plus belle des cellules. Le rideau est tombé sur l'ancienne vie. Dans la pénombre d'une chambre d'hôtel du 6e arrondissement, ou peut-être au fond d'un appartement loué à la hâte dans le Marais, une révolution silencieuse est en marche. L'étranger contemple son bagage ouvert, et ce qu'il voit lui inspire désormais un dégoût viscéral. Ces fibres synthétiques qui brillent d'un éclat vulgaire sous les néons, ces coupes mal ajustées qui dissimulent la forme humaine au lieu de l'exalter, ces logos qui hurlent pour combler un vide spirituel. Tout cela doit disparaître. C'est la phase du dépouillement. C'est le moment où l'individu réalise que sa garde-robe n'était pas un choix, mais une capitulation devant la machine industrielle mondiale. Regardez-le s'approcher de son miroir. Il ne se reconnaît plus, ou plutôt, il ne veut plus se reconnaître dans l'image de ce touriste générique, de cet homme logo qui traverse l'existence sans jamais la marquer de son empreinte stylistique. Il commence à comprendre la première grande leçon de la France: l'élégance n'est pas une accumulation, c'est une soustraction. C'est le refus du superflu. Il vide sa valise avec une fureur purificatrice, jetant les couleurs criardes, les matières qui bruissent et les accessoires inutiles. Il est prêt pour sa renaissance. Il est prêt à embrasser la religion du gris perle, du bleu marine profond, du beige sable et de l'ocre terre. Il cherche la structure. Il cherche la vérité de la matière. C'est ici que commence l'obsession des textiles. Pour l'étranger converti à l'esthétique française, toucher un vêtement devient un acte presque liturgique. Il ne regarde plus le prix ou la marque, il scrute la trame. Il apprend à reconnaître la noblesse du lin, cette fibre millénaire qui a la décence de se froisser avec une dignité que le polyester ne connaîtra jamais. Car oui, en France, on sait que le froissé est une marque de vie, une preuve que le vêtement accompagnait le corps dans ses mouvements, ses émotions, ses flâneries. Le lin ne se froisse pas, il se sculpte. Il apprend à aimer la laine froide, capable de maintenir une silhouette impeccable sous la pluie fine de Paris, et la soie sauvage qui glisse sur la peau comme une caresse intellectuelle. Décrivons ce moment où il achète son premier vrai manteau, son premier « trench » de confection française. Ce n'est pas un simple achat compulsif dans une grande enseigne internationale. C'est une investiture. Il entre dans la boutique, l'odeur du cuir et du tissu neuf l'enveloppe. Il glisse ses bras dans les manches. La coupe est impitoyable. Elle ne pardonne rien, mais elle offre tout. Elle redresse les épaules, elle marque la taille, elle allonge la jambe. Le tissu est lourd, dense, protecteur. C'est une armure de civilisation. Lorsqu'il boutonne ce manteau, il ne se contente pas de se protéger du froid, il affirme sa présence au monde. Il réalise que l'élégance est une éthique du paraître qui influence directement son être intérieur. Car la métamorphose ne s'arrête pas aux étoffes. Elle s'infiltre dans ses muscles, dans ses articulations, dans son regard. C'est là que le miracle se produit, quand vous commencez à vous habiller comme un Français, vous commencez inévitablement à marcher comme un Français. La démarche change. Fini le pas lourd et saccadé du jogger urbain qui court après le temps. Il adopte le pas du flâneur, une démarche assurée, rythmée par une pensée qui prend son temps. Sa tête se redresse. Ses mains ne sont plus enfoncées de manière informe dans ses poches, elles s'y glissent avec une nonchalance étudiée. Il apprend le pouvoir du port de tête, cette manière de regarder l'horizon non pas avec arrogance, mais avec une curiosité sélective. Observez-le à la table d'un bistrot, un verre de vin à la main. Ce n'est plus le même homme. Autrefois, il aurait tenu son verre de manière utilitaire, comme une canette de soda. Aujourd'hui, il manipule la tige de cristal avec une légèreté qui confine à la chorégraphie. Son regard n'est plus fuyant, il affronte les passants avec cette petite pointe de détachement souverain qui caractérise l'âme parisienne. Il ne cherche plus à plaire à tout prix. Il a compris que le comble de la séduction, c'est précisément de ne pas avoir l'air de vouloir séduire. C'est la victoire de l'être sur le paraître forcé. C'est alors que surgit la grande question,
celle qui anime tous les débats internationaux, pourquoi le monde entier accuse-t-il les Français d'arrogance? L'étranger, désormais, francisé, visuellement, apporte la réponse de l'initié. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est un refus sacré de la médiocrité. En France, nous considérons que le laisser-aller n'est pas une liberté, c'est une abdication de l'esprit. Porteur un pantalon informe et des baskets sales dans un lieu public est perçu comme une agression visuelle commise contre la communauté. L'étranger réalise que ce que l'on nomme arrogance est en fait une exigence de beauté. Nous n'acceptons pas le « c'est déjà bien assez comme ça ». Nous voulons le « c'est juste ». Et cette justesse demande une discipline de fer déguisée en légèreté de plume. L'étranger se fait l'avocat de cette intransigeance. Il regarde ses propres compatriotes qui le croisent dans les rues de Paris avec une pitié qu'il ne soupçonnait pas. Il a envie de leur crier « Regardez-vous ! Vous êtes des fantômes dans des sacs de plastique. Vous avez renoncé à votre propre dignité pour un peu de confort. » Il comprend que l'uniformité mondiale imposée par la mode rapide est une forme de totalitarisme doux qui efface les identités nationales au profit d'une masse informe de consommateurs. En s'habillant à la française, il a commis un acte de sécession. Il a rejoint la résistance esthétique. Mais cette libération a un prix. C'est la malédiction de la perfection retrouvée. Car une fois que vous avez goûté à cette harmonie, une fois que votre peau a connu le contact du coton égyptien et que vos yeux se sont habitués à la subtilité des nuances de gris de la pierre haussmannienne, il n'y a plus de chemin de retour. L'élégance devient une prison dorée, un standard de chaque instant dont on ne peut plus s'évader sans souffrir. Imaginez le retour de cet homme dans sa ville natale, que ce soit à Houston, à Manchester ou à Melbourne. Le choc est inverse, et il est dévastateur. Il sort de l'avion, et il voit. Il voit la laideur. Il voit l'absence de coupe. Il voit ces couleurs qui saturent l'espace sans aucune harmonie. Il entre dans un centre commercial local et il est pris de vertige devant les rayons de vêtements jetables. Il se sent comme un esthète condamné à vivre dans un garage. Il ne peut plus porter ses anciens habits sans ressentir une douleur de l'âme, un malaise physique comparable à une note dissonante dans une symphonie. Ses amis ne le comprennent plus. Ils trouvent qu'il en fait trop. Ils lui demandent pourquoi il porte un blazer pour aller prendre un café. Il pense qu'il est devenu prétentieux. Il ne voit pas que pour lui, c'est une question de survie mentale. Abandonner son élégance fraîchement acquise reviendrait à replonger dans l'obscurité de l'insignifiance. Il est marqué à vie par le sceau français. Il est devenu un ambassadeur de la distinction dans un monde qui célèbre le commun. Il porte désormais sa solitude comme il porte son trench, avec une fierté mélancolique. C'est ici que réside le véritable mystère français. Nous ne vendons pas des vêtements. Nous vendons une vision du monde où l'apparence est le dernier rempart de la spiritualité. Dans un univers de plus en plus dématérialisé, où tout devient numérique et volatile, le vêtement français est une encre. Il est la preuve que nous avons encore un corps, et que ce corps mérite d'être célébré par l'artifice le plus noble. Nous, Français, nous devons regarder ce phénomène avec une lucidité empreinte de fierté. Nous sommes les gardiens du feu. Nous sommes les sentinelles d'une forteresse qui vacille sous les assauts du prêt-à-porter de masse, mais qui ne s'effondre pas. Notre privilège esthétique n'est pas un don du ciel, c'est une tradition que nous entretenons par chaque geste matinal devant notre miroir. Nous sommes la preuve vivante qu'il est possible de résister à la vulgarité sans jamais perdre son sourire. L'étranger qui repart de chez nous avec une malle remplie de soie et de laine ne repart pas seulement avec des objets. Il repart avec une nouvelle conscience de lui-même. Il a compris que s'habiller n'est pas un acte fonctionnel, c'est une affirmation politique. C'est dire au monde, je refuse d'être transparent. Je refuse d'être médiocre. Je revendique mon droit à être beau. En conclusion, je m'adresse à vous, spectateurs du monde entier qui hésitez encore à franchir le pas de la transformation. Regardez votre reflet. Posez-vous la question cruciale, portez-vous ces vêtements pour vous cacher, pour vous fondre dans la grisaille de la productivité, ou les portez-vous pour exister ? Votre garde-robe est-elle un cimetière de tendances oubliées ou un manifeste de votre propre liberté ? La France ne vous demande pas de devenir un mannequin de papier glacé.
Elle vous demande d'avoir le courage de l'élégance. Elle vous demande de respecter l'espace public en y apportant votre propre lumière. Car chaque personne qui fait l'effort d'être élégante est une petite victoire de l'humanité contre la déshumanisation. N'ayez pas peur d'être jugé, arrogant. L'arrogance n'est que le nom que les paresseux donnent à l'excellence. La prochaine fois que vous nourrez votre foulard, faites-le avec la conviction d'un peintre ajoutant la touche finale à son chef-d'œuvre. Faites-le pour vous, faites-le pour nous, faites-le pour l'histoire. Et vous, Français, continuez d'être cet insupportable étalon de beauté qui rend le monde fou. Continuez d'exiger le meilleur, de critiquer le mal coupé, de mépriser le clinquant. Votre exigence est un cadeau que vous faites à la planète. Sans vous, le monde serait un immense aéroport silencieux rempli de gens en pyjama. Grâce à vous, le monde est encore, par endroits, un film de Godard qui ne finit jamais. La question n'est plus de savoir si la mode française va survivre à la mondialisation. La question est de savoir si la mondialisation pourra un jour égaler la poésie d'une femme française qui marche seule sous la pluie, simplement vêtue d'un trench coat et de sa propre assurance. Le combat est inégal, et c'est tant mieux. Car à la fin, c'est toujours l'élégance qui gagne par chaos technique, dans un bruissement de soi et un silence assourdissant de respect.